Vous vous trouvez dans un étroit couloir au cœur de la cité interdite, en l'an 1720. Les murs qui vous entourent sont peints d'un jaune impérial, mais l'air a un goût de peur et d'encens au jasmin. Vos pantoufles de soie ne font aucun bruit sur la pierre polie tandis que vous suivez le vieil unique devant vous, son ombre dansant à la lueur vacillante des bougies. Tu as 15 ans et tu viens d'être choisie comme l'une des nouvelles concubines de l'empereur. L'unique s'arrête brusquement et se tourne vers toi, son regard exprimant un mélange de pitié et d'efficacité froide. Écoute attentivement, mon enfant, murmure-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le bruit lointain de l'eau ruisselant des fontaines ornementales. Ce que je vais vous dire déterminera votre vie ou votre mort en ce lieu. Ce ne sont pas de simples coutumes ou traditions. Ce sont les chaînes invisibles qui lient chaque femme qui pénètre dans la chambre du Fils du ciel. Votre cœur bat la chamade lorsque vous réalisez que tout ce que vous pensiez savoir sur le luxe et l'honneur impériaux n'était qu'un magnifique mensonge. Les véritables règles de l'Hermès sont sur le point d'être révélées, et elles sont plus étranges et terrifiantes que tout ce que vous auriez pu imaginer. Avant de vous plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous nous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. La première règle qu'il vous enseigne est la plus fondamentale, vous ne devez en aucun cas tourner le dos à l'empereur. Cela paraît simple jusqu'à ce que vous compreniez ce que cela signifie réellement. Lorsque le Fils du ciel entre dans ses appartements, vous devez vous efforcer de toujours lui faire face, même lorsque vous vous déshabillez, lorsque vous vous déplacez dans la pièce, même lors des actes les plus intimes. Les femmes qui vous ont précédé ont développé une capacité quasi surnaturelle à se déplacer latéralement, à pivoter et à glisser comme des danseuses, sans jamais laisser leur colonne vertébrale se poser face à l'homme qui tient leur vie entre ses mains. Mais pourquoi? La réponse réside dans l'esprit paranoïaque du pouvoir absolu. Un empereur qui règne sur plus de 300 millions de sujets sait que la mort peut surgir de n'importe où, même des mains douces d'une belle femme. Une aiguille dissimulée, une lame cachée, du poison sous les ongles. Ce sont les armes qui hantent les rêves de l'homme le plus puissant de la planète. Votre dos tourné vers lui représente un moment de vulnérabilité où tout peut être caché, tout peut être dessiné. Vous apprenez cette leçon en observant Mine, une concubine qui a survécu 3 ans à l'Hermès. Elle se déplace dans les appartements de l'empereur comme l'eau, sans brusquerie, sans jamais montrer son dos. Lorsqu'elle a besoin d'atteindre quelque chose derrière elle, elle décrit un arc gracieux, sans quitter le visage de l'empereur des yeux. Lorsqu'elle retire sa robe, elle le fait avec un mouvement fluide qui semble chorégraphié, chaque vêtement tombant tandis qu'elle demeure dans un état éternel de génuflexion partielle. La deuxième règle est encore plus troublante, il ne faut jamais parler sans qu'on lui adresse la parole. Et lorsque l'on parle, il faut parler de soi à la troisième personne. Tu n'es pas moi. Tu es cette esclave indigne ou cette humble concubine. Ton identité individuelle, ton identité personnelle doivent s'effacer dès que tu entres en sa présence. L'empereur ne fait pas l'amour aux gens. Il fait l'amour à des vases, à des objets qui n'existent que pour son plaisir. Cette hérésie linguistique va plus loin que le simple protocole. Cela reprogramme votre cerveau, vous oblige à vous considérer comme moins qu'humain. En quelques mois, de nombreuses concubines découvrent qu'elles ne peuvent même plus se considérer comme « je » lorsqu'elles sont seules. Elles sont devenues des êtres fragmentés, leurs pensées même étant colonisées par la grammaire de la soumission. La troisième règle concerne vos yeux, et c'est peut-être la plus dévastatrice de toutes, psychologiquement. Il ne faut jamais regarder l'empereur directement dans les yeux lors d'une intimité. Votre regard doit être fixé sur un point situé juste sous son menton, créant ainsi l'illusion de la soumission tout en évitant le danger d'un contact visuel sincère. Mais il ne s'agit pas de respect. Il s'agit d'empêcher l'empereur de voir votre âme et, plus important encore, de vous empêcher de voir la sienne. Le contact visuel crée l'intimité, et l'intimité engendre des complications. L'empereur doit pouvoir utiliser votre corps sans affronter votre humanité. S'il voit la peur dans vos yeux, la douleur,
le désir désespéré de rentrer chez lui, il pourrait hésiter. S'il perçoit l'intelligence qui brûle dans votre regard, il pourrait commencer à se demander ce que vous pensez, ce que vous projetez. Et si vous le regardez dans les yeux, vous découvrirez peut-être que le Fils du ciel n'est qu'un homme, seul et effrayé, cherchant désespérément à prouver sa divinité en conquérant le corps des femmes. Mais l'aspect le plus pervers de cette règle réside dans ce qui se passe lorsqu'elle est transgressée. Si vous croisez accidentellement son regard, vous devez immédiatement vous prosterner et implorer son pardon, non pas pour manque de respect, mais pour avoir osé le traiter en égal. La punition pour les violations répétées n'est pas la mort, mais quelque chose de pire. Vous êtes envoyé servir dans les quartiers du Nix, où vous passerez le reste de votre vie à rappeler aux autres femmes ce qui arrive quand on oublie sa place. La 4e règle régit les moments les plus intimes. Pendant l'acte lui-même, vous devez garder un silence absolu, sauf si l'empereur vous ordonne expressément de faire du bruit. Mais il ne s'agit pas de discrétion ou de pudeur. Il s'agit de contrôle. Votre plaisir, votre douleur, votre respiration même doivent être régulés par sa volonté. Si vous criez spontanément, vous reconnaissez que vous avez une réponse physique indépendante, un corps qui existe hors de son contrôle. Cela ne peut être toléré. L'application de cette règle crée un horrible théâtre d'intimité. Les femmes apprennent à retenir leur souffle, à se mordre la langue jusqu'au sang, à se dissocier si complètement de leur corps qu'elles ne ressentent plus rien. L'empereur, quant à lui, devient accro au pouvoir d'imposer une réponse. Il peut passer une nuit entière à tenter de briser le silence d'une femme, non par le plaisir, mais par la douleur, par l'endurance, par la simple affirmation de sa volonté sur son autonomie. Certaines femmes craquent sous cette pression. Elles développent un état que les médecins du palais ne peuvent nommer, une incapacité totale à émettre le moindre son. Même seules, elles deviennent des fantômes vivants. Leurs voix sont volées par les exigences impossibles du désir impérial. La 5e règle concerne le timing et révèle la nature mécanique de la sexualité impériale. L'orgasme de l'empereur doit toujours venir en dernier, non par égard pour le plaisir de sa partenaire. C'est plutôt parce que sa délivrance représente le moment où l'ordre cosmique est restauré. Sa semence est considérée comme sacrée, en lien direct avec le mandat divin du ciel. Qu'une concubine atteigne son apogée avant lui équivaudrait à suggérer que son plaisir mortel pourrait, d'une certaine manière, supplanter la volonté divine. Cela crée un calcul cauchemardesque pour les femmes impliquées. Elles doivent constamment surveiller non seulement leur propre réaction, mais aussi déchiffrer les signes subtils de l'excitation de l'empereur. Elles deviennent expertes dans l'art de la répression, apprenant à retarder ou à empêcher leur propre orgasme par la seule force de leur volonté. Certains développent des techniques de distraction mentale si efficaces qu'ils peuvent réciter des poèmes entiers ou effectuer des calculs mathématiques complexes pendant que leur corps est sollicité. La 6e règle concerne les conséquences, et c'est là que la véritable cruauté du système apparaît au grand jour. Une fois l'empereur terminé, la concubine doit rester en position, généralement prostrée, jusqu'à ce qu'il lui donne la permission de bouger. Cela peut durer quelques minutes ou quelques heures, selon l'humeur de l'empereur. Mais durant ce temps, elle n'a pas le droit de se laver, de changer de position pour plus de confort, ni de montrer le moindre signe d'inconfort physique. Cette règle vise à renforcer l'inégalité fondamentale de l'échange. L'empereur peut immédiatement reprendre son état normal, s'habiller, demander des rafraîchissements, et même convoquer d'autres concubines. Mais la femme qui vient de le servir doit rester figée dans une position de vulnérabilité absolue, son corps portant encore les traces de leur rencontre, jusqu'à ce qu'il décide de la libérer de cet ultime acte de soumission. La 7e règle concerne la grossesse et révèle l'intersection complexe du politique et du biologique dans les Roms impériales. Si une concubine tombe enceinte, elle doit le signaler immédiatement au chef unique, et non à l'empereur lui-même. Mais voilà le hic, elle doit le signaler, même en cas de doute, même si elle ne fait que soupçonner. La peine de mort est prévue pour toute absence de déclaration de grossesse. En revanche, une fausse déclaration est punie de coups et blessures permanentes. Cela crée un état d'anxiété constante concernant chaque fonction corporelle. Les femmes deviennent hyper vigilantes quant à leur cycle, leur appétit, leur niveau d'énergie.
Elles développent des systèmes élaborés de suivi et de surveillance de leur propre corps, transformant leur physique en source de terreur plutôt que de force. Les plus chanceuses apprennent à lire ces signes avec précision. Les malchanceuses se trompent et en subissent les conséquences. Mais l'aspect le plus insidieux de cette règle concerne les grossesses confirmées. La concubine est immédiatement isolée des autres femmes et placée sous surveillance constante. Elle n'est pas protégée. On la surveille pour s'assurer qu'elle ne tente pas d'interrompre sa grossesse ou de se faire du mal. L'héritier potentiel est précieux. La femme qui le porte n'est qu'un réceptacle qu'il faut préserver. La 8e règle concerne la présence d'autres femmes et révèle la manière calculée dont la jalousie et la compétition étaient instrumentalisées dans le harem impérial. Lorsque plusieurs concubines sont convoquées simultanément dans les appartements de l'empereur, une stricte hiérarchie d'interaction s'instaure. La concubine la plus favorisée mène la danse, mais les autres doivent participer de manière spécifique. Parfois comme spectateurs, parfois comme assistantes, parfois comme concurrentes dans des performances sexuelles élaborées. L'impact psychologique de cette règle est indéniable. Les femmes qui pourraient autrement former des alliances ou des amitiés sont contraintes de se considérer mutuellement comme des menaces et des obstacles. Elles doivent exprimer leur désir pour le même homme tout en rivalisant pour attirer son attention. Elles doivent paraître apprécier des situations qui les réduisent à des objets interchangeables tout en conservant une façade de dévouement individuel. L'aspect le plus déchirant de cette règle est son impact sur les amitiés sincères. Les femmes qui se soucient l'une de l'autre sont contraintes de participer à la dégradation de l'autre. Elles doivent regarder leurs amis se faire manipuler et humilier, et elles doivent parfois être elles-mêmes les instruments de cette humiliation. Les liens entre les femmes, qui pourraient autrement leur apporter réconfort et résistance, sont systématiquement corrompus et instrumentalisés. La 9e règle concerne les humeurs de l'empereur et illustre l'impossible perfection exigée des concubines. Ils doivent être capables de déchiffrer et de réagir instantanément à l'état émotionnel de l'empereur, adaptant ainsi leur attitude et leur comportement. S'il est en colère, ils doivent se montrer apaisants, mais sans présomption. S'il est triste, ils doivent le réconforter, mais sans pitié. S'il est enclin à la célébration, ils doivent être joyeux, mais sans enthousiasme excessif. Cela requiert un niveau d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi quasi surhumain. Les concubines deviennent des psychologues expertes, étudiant chaque micro-expression, chaque changement de posture, chaque variation de rythme respiratoire. Elles développent une compréhension intuitive du pouvoir et de l'ego qui rendrait jaloux les diplomates modernes. Mais cette expertise a un coût terrible. Elles perdent la capacité d'avoir leurs propres réactions émotionnelles authentiques. La 10e règle concerne la mémoire, et c'est peut-être la plus tragique de toutes. Les concubines doivent se souvenir de chaque détail de leur rencontre avec l'empereur. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qui lui a plu, ce qui l'a déçu. Mais elles doivent aussi oublier ces rencontres dès qu'elles quittent son cabinet. Elles doivent conserver un souvenir parfait en sa présence et une amnésie parfaite en dehors de celle-ci. Cela crée une conscience divisée que beaucoup de femmes trouvent impossible à maintenir. Elles développent des systèmes mentaux élaborés de classement, des moyens de compartimenter leurs expériences afin de pouvoir y accéder en cas de besoin et les refouler si nécessaire. Certains réussissent cet exercice d'équilibre psychologique. D'autres échouent complètement, développant des troubles que nous pourrions aujourd'hui qualifier de troubles dissociatifs. La 11e règle concerne la nature saisonnière du désir impérial. L'appétit sexuel de l'empereur suit les rythmes du calendrier agricole, avec des mois et des fêtes spécifiques exigeant différents types de performances et de présentations. Lors des fêtes des récoltes, les concubines doivent incarner la fertilité et l'abondance. Au solstice d'hiver, elles doivent représenter le retour de la lumière et de la chaleur. En temps de guerre, elles doivent canaliser énergie et force. Cela signifie que les femmes doivent constamment se réinventer, devenant des représentations vivantes de concepts abstraits plutôt que des êtres humains individuels. Ils doivent étudier non seulement les préférences personnelles de l'empereur, mais aussi la signification cosmique et politique des différentes périodes de l'année. Ils deviennent les actrices d'une production théâtrale élaborée, dont le scénario est en constante évolution et dont les enjeux sont toujours de vie ou de mort.
La 12e règle implique la présence de témoins et révèle la nature voyeuriste du pouvoir impérial. Certaines rencontres doivent être observées par des concubines uniques ou supérieures, non pas pour le plaisir de l'empereur, mais pour s'assurer que les règles sont respectées. Ces témoins sont tenus de signaler toute violation, tout signe d'émotion sincère, toute preuve que la concubine perçoit la rencontre comme autre chose qu'un devoir sacré. Cela crée un terrifiant effet de surveillance sexuelle. Les femmes ne savent jamais quand elles sont observées, ni qui pourrait rapporter leur performance. Elles doivent maintenir une façade de soumission parfaite même lorsqu'elles pensent ne pas être observées, car les conséquences d'être surprises dans un moment d'authenticité sont graves. La 13e règle concerne les cadeaux et les récompenses et illustre la manipulation psychologique au cœur du système Hérom. L'empereur offre parfois des présents à ses concubines, bijoux, soie, friandises. Mais ces présents sont assortis de conditions invisibles. Accepter un cadeau revient à accepter une dette irréparable. La concubine doit exprimer sa gratitude non seulement pour le cadeau lui-même, mais aussi pour l'honneur d'avoir été choisie pour le recevoir. Plus insidieusement, les cadeaux servent à créer des hiérarchies et des jalousies parmi les femmes. Une concubine qui reçoit un présent précieux devient la cible du ressentiment des autres. Mais refuser un cadeau est perçu comme une insulte à la générosité de l'empereur. Les femmes sont prisonnières d'un système où toute gentillesse est une arme et toute récompense une punition. La 14e règle concerne les familles des concubines et révèle la véritable portée du contrôle exercé par les Hérom. Les proches des femmes sont en quelque sorte pris en otage pour garantir leur obéissance. Mais la menace ne pèse pas seulement sur leur vie. Elle porte atteinte à leur honneur, à leur statut social, à leur capacité à se marier et à avoir des enfants. La concubine qui déplaît à l'empereur ne risque pas seulement sa propre mort. Elle risque aussi la destruction de tous ceux qu'elle a aimés. Cela crée un fardeau psychologique qui s'étend bien au-delà des murs de la cité interdite. Les concubines portent le poids de plusieurs générations sur leurs épaules. Elles doivent agir non seulement pour leur propre survie, mais aussi pour celle de toute leur lignée. Le système garantit que, même dans leurs moments les plus intimes, elles ne sont jamais vraiment seules. Le visage de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs futurs neveux et nièces les observe constamment. La 15e règle concerne le vieillissement, et c'est peut-être la plus inévitablement tragique de toutes. À mesure que les concubines vieillissent, elles doivent trouver des moyens de conserver leur attrait sans paraître trop exigeantes. Elles doivent vieillir avec grâce, mais sans se faire remarquer. Elles doivent accepter leur statut décroissant tout en continuant à rivaliser pour attirer l'attention de l'empereur. Elles doivent encadrer de jeunes concubines, sachant que ces mêmes femmes finiront par les remplacer. Les rituels de beauté deviennent de plus en plus désespérés et dangereux. Les femmes utilisent des cosmétiques à base de plomb qui empoisonnent leur peau. Ils subissent des interventions douloureuses pour conserver leur jeunesse. Ils développent des troubles alimentaires et des compulsions physiques pour tenter de retarder le temps. Les plus chanceux meurent jeunes avant de subir la lente dégradation de leur valeur aux yeux de l'empereur. La 16e règle implique la mort et nous plonge dans les recoins les plus sombres du système Hérom. Lorsqu'un empereur meurt, ses concubines sont confrontées à un choix qui n'en est pas vraiment un. Elles peuvent se porter volontaires pour être enterrées avec lui, garantissant ainsi leur honneur et la sécurité de leur famille. Ou elles peuvent vivre comme des veuves marquées à jamais par leur association avec un souverain défunt, sans pouvoir se remarier ni avoir d'enfants. La préparation à cette règle finale commence dès l'entrée d'une concubine dans les Hérom. Elle doit cultiver une relation avec la mort, apprendre à la considérer non comme une fin, mais comme l'accomplissement d'un devoir. Elle doit écrire des lettres à sa famille pour expliquer son choix, composer des poèmes sur sa dévotion, participer à sa propre mythologie tout en se préparant à sa propre destruction. La 17e règle concerne la résistance. C'est ici que se révèle l'incroyable force et l'ingéniosité des femmes qui ont survécu à ce système. Malgré tout ce qui était conçu pour les briser, elles ont trouvé le moyen de préserver leur humanité, leurs liens les unes avec les autres, leur identité. Elles ont développé des langages secrets, des conversations codées, des rituels cachés qui leur ont permis de se souvenir de qui elles étaient au-delà des rôles qu'elles étaient contraintes de jouer. Certaines formes de résistance étaient subtiles. Un regard trop long.
Une chanson légèrement fausse. Une façon d'arranger des fleurs qui découpaient des messages dans une langue que seules les autres concubines pouvaient déchiffrer. D'autres formes étaient plus spectaculaires. Des complots de suicide élaborés, des tentatives d'évasion, des grossesses secrètes dissimulées aux autorités du palais. Les femmes qui tentèrent ces actes de rébellion en connaissaient les conséquences, mais elles choisirent de tout risquer pour des moments de choix authentiques. La 18e règle concerne l'amour, et c'est la plus complexe et la plus déchirante de toutes. Il est interdit aux concubines d'éprouver une affection sincère pour l'empereur, mais il leur est également interdit de ne pas en éprouver. Elles doivent simuler l'amour si parfaitement qu'il devient indiscernable de la réalité. Mais elles doivent aussi maintenir une distance émotionnelle suffisante pour survivre à l'inévitable rejet et au remplacement. Cela crée un équilibre psychologique que peu de femmes parviennent à franchir avec succès. Certaines tombent dans un amour sincère et en sont détruites. D'autres maintiennent un détachement émotionnel si total qu'elles deviennent incapables de ressentir quoi que ce soit. Les rares femmes qui trouvent l'équilibre parfait entre simulation et protection paient souvent ce talent de leur folie, devenant des interprètes si accomplis qu'elles en perdent le fil de leurs émotions authentiques. La 19e règle implique la mort de l'empereur et révèle la nature hautement jetable de la vie des concubines. À la mort du Fils du ciel, les femmes qui l'ont servi deviennent de dangereux témoins du régime précédent. Elles en savent trop, en ont trop vu, représentent trop l'ordre ancien. Le nouvel empereur doit soit les éliminer, soit trouver le moyen de neutraliser leur influence. Les plus chanceux sont envoyés dans des temples isolés pour y finir leurs jours comme nonnes bouddhistes. Les malchanceuses disparaissent purement et simplement, leur sort n'étant consigné dans aucun document officiel. Les plus malchanceuses sont maintenues en vie, mais reléguées au plus bas échelon de la hiérarchie du palais, servant d'avertissement à la nouvelle génération de concubines quant à la nature temporaire de la faveur impériale. La 20e et dernière règle traite de l'oubli et nous ramène au début de notre histoire. Les femmes qui survivent au système Aram doivent apprendre à oublier tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont vu, tout ce qu'elles ont été contraintes de faire. Elles doivent devenir des pages blanches, des vases vides prêts à être remplis de nouveaux objectifs et de nouvelles identités. Mais oublier n'est pas érasien. Les souvenirs restent enfouis au plus profond du corps et de l'inconscient. Elles refont surface dans les cauchemars, dans les moments de panique soudain, dans l'incapacité de faire confiance, d'aimer ou de croire en leur propre valeur. Ces femmes portent ces cicatrices invisibles toute leur vie, témoins ambulants d'un système qui valorisait leur beauté plus que leur humanité. Alors que vous vous trouvez maintenant dans ce même couloir où nous avons commencé, plus âgé, plus sage et infiniment plus fatigué, vous comprenez que les étranges règles de la chambre à coucher de l'Hérom impérial n'ont jamais vraiment eu trait au sexe. Il s'agissait de pouvoir. Le pouvoir de réduire les êtres humains à l'état d'objet, de transformer l'amour en performance, de subordonner la survie à l'abandon total de soi. L'unique qui vous a murmuré ces règles est mort depuis longtemps, enterré dans une tombe anonyme, comme tant d'autres qui ont servi la cité interdite. L'empereur que vous connaissiez a été remplacé par son fils, qui a lui-même été remplacé par son fils, dans un cycle sans fin de pouvoir et de soumission. Mais les règles demeurent transmises comme un langage secret, d'une génération de femmes à l'autre. Vous avez survécu en oubliant comment être humaine et en apprenant à être une ombre. Vous avez maîtrisé l'art de paraître exister tout en disparaissant. Tu es devenue experte dans l'art d'exprimer le désir, de simuler la soumission, de naviguer avec prudence dans un monde où le moindre faux pas peut signifier la mort. Et maintenant, alors que tu t'apprêtes à murmurer ces mêmes règles à une autre jeune fille de 15 ans effrayée, tu réalises que tu es devenu le système que tu redoutais autrefois. Tu es la chaîne qui relie le passé au futur, la gardienne du savoir qui aurait dû disparaître avec le dernier empereur. C'est grâce à vous que ces étranges règles de vie ne disparaîtront jamais, peu importe le nombre de dynasties qui s'élèvent et s'effondrent. La jeune fille qui se tient devant vous a les mêmes yeux écarquillés que vous, la même conviction pleine d'espoir qu'elle est sur le point d'entrer dans un monde de luxe et d'honneur. Vous savez maintenant qu'elle est sur le point d'entrer dans un monde où la règle la plus étrange est que, pour survivre, elle doit apprendre à oublier qu'elle a jamais été humaine. À la lueur vacillante des bougies, vous commencez à parler. Votre voix porte le poids des siècles, vos mots tissent une nouvelle chaîne invisible, le cycle sans fin du pouvoir et de la soumission qui définit le harem impérial.
Et quelque part au loin, vous entendez le bruit de l'eau ruisselant des fontaines ornementales. Le même son qui t'a accueilli ici il y a tant d'années. Le même son qui accueillera d'innombrables autres filles dans les années à venir. Les règles ne changent jamais. Seuls les visages.